Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je voulais juste, avant de commencer cette présentation, adresser une petite pensée à ma collègue qui ne sera pas avec moi pour faire la présentation aujourd'hui. Et voilà, je lui souhaite un bon rétablissement, évidemment. On m'a demandé de faire cette présentation et c'est le COPIL Calliope du CHU de Nice qui me l'a confié. Et voilà, je vais partager avec vous cette expérience au travers de la mise en place du référentiel national qualité. Et on s'est posé la question tout au long de cette expérience, est-ce que Calliope est seulement un exercice de conformité ou est-ce que c'est l'opportunité d'une réflexion collective et individuelle ? Alors, pour faire cette présentation, je vais juste faire un petit rappel, mais très rapide, parce que je sais que vous avez tous expérimenté la certification. Qu'est-ce que c'est Calliope concrètement ? Ensuite, je vous présenterai comment notre COPIL au CHU s'est structuré. Et ensuite, j'aborderai notre démarche et l'évolution qui s'est opérée au sein du COPIL et au sein du collectif et individuellement, et on finira par une conclusion et les perspectives et les questionnements qu'on se pose à l'issue de cette expérience. Alors Calliope, concrètement, c'est quoi ? Très brièvement, c'est un référentiel national qui émet des critères et des indicateurs. Et pour être certifié Calliope, on le sait tous, il faut proposer des éléments preuves. Et Calliope, c'est également un cycle temporel, puisqu'il y a une audit initiale et une boucle entre audit de surveillance et audit de renouvellement pour garder le label. Nous, pour le CHU, notre audit initial, c'était fin 2021, et l'audit de renouvellement est programmé en février 2026. Alors, Calliope aussi, c'est des enjeux forts, puisque c'est garantit l'accès au financement public et mutualisé pour nos apprenants. C'est donc un gage d'attractivité pour nous et de viabilité économique pour nos écoles et nos centres de formation. C'est aussi un gage de qualité et de professionnalisme, parce qu'il atteste de la qualité des processus de formation qu'on met en place et des prestations qu'on propose. Et c'est aussi la garantie qu'on est dans une amélioration continue, vu que les audits régulières de Calliope nous poussent à cette boucle itérative. Donc, face à ces enjeux, il nous paraissait important de nous structurer au niveau du CHU, et c'est comme ça que le COPIL Calliope a vu le jour. Alors, initialement, le COPIL, c'est l'école de sage-femme, et l'IFPP, donc l'Institut de formation aux professions paramédicales, donc école d'infirmiers, d'aides-soignants, d'ambulanciers, infirmières de bloc opératoire et infirmiers anesthésistes. Et rapidement, enfin une année après, à peu près, le CESU 06 nous a rejoints et le centre de formation PACA Est nous a rejoints également, mais à quelques mois de la certification initiale. Alors, quelles conséquences à cette structuration un peu en deux temps ? Déjà, on n'a pas démarré la préparation de la certification tous ensemble. On l'a séparé un peu chacun de notre côté et en fait, après, on s'est retrouvés dans la même structure. L'expérience de certification antérieure, elle était très différente entre nous. Il y en avait certains qui avaient bénéficié d'un audit Calliope blanc, d'autres qui étaient passés par d'autres certifications PVE, par exemple, pour certains, et d'autres qui n'avaient jamais été certifiés. On avait une connaissance du référentiel et de ses exigences qui étaient globalement limitées, on peut le dire. Et puis notre groupement, il était très hétéroclite, parce qu'on avait des apprenants très différents, on avait des formations très variées, tant en termes de durée que de validation. Et le délai était très court. Donc, grosso modo, par rapport à ce contexte, voilà un peu ce qui s'est passé. Calliope, ça nous paraissait une montagne insurmontable et le référentiel, une espèce de carte au trésor. Je ne sais pas si ça évoque des choses pour certains, mais voilà. Donc là, on s'est dit, comment pas paniquer, hein, on est à quelques mois, enfin bon, ça faisait quand même quelques temps qu'on travaillait dessus, mais quand même, tous ensemble, on n'a pas eu beaucoup de temps ensemble très longtemps. Donc comment pas paniquer et comment répondre à la commande ?
Donc, c'est là qu'il a fallu trouver un mode de fonctionnement et surtout une démarche qui soit appropriée dans les temps impartis. Donc, on peut dire que notre démarche, elle s'est composée de 3 étapes. On a eu une phase d'introspection, une phase de réflexion et qui a été corrélée, on va dire, ou suivie d'une phase d'analyse. Alors, l'introspection, elle s'est faite en 2 temps. On peut dire qu'en premier, on a juste accumulé les preuves par entité de formation, chacun de son côté. Et puis ensuite, on a fait une mise en commun. Et en fait, qu'est-ce qui s'est opéré ? En fait, au début, on était vraiment on avait besoin de canaliser la tension et l'instabilité de la situation. Donc, on était vraiment dans une routine professionnelle rassurante. On va accumuler nos preuves, comme ça, on aura des choses à donner. Et avec la mise au commun, il y a eu vraiment un effort de distanciation. Cet effort de distanciation a été possible parce qu'au fur et à mesure, on s'est aussi approprié les attendus du référentiel. Alors, l'introspection, elle a permis quand même un résultat. On a pu établir un état des lieux clair et structuré et mettre en avant un bilan des non-conformités parce qu'on a pu faire un bilan de l'existant conforme aux attendus, un bilan des critères et des indicateurs communs à nos formations, parce qu'on était quand même ce groupement très hétéroclite et il fallait bien... on s'est dit, mais il y a plein de choses qu'on peut traiter ensemble, qu'on peut mutualiser et autant les travailler avec une uniformité, et enfin en tout cas une harmonisation pour simplifier notre tâche. Et là, au niveau du COPIL, on peut dire qu'on est vraiment passé d'un mode coopération à un mode collaboration. On s'est dit, là, il faut... on a passé la vitesse coopération, on oublie, collaboration, oui. Alors, grâce à cet état des lieux, là, on a été fort après pour réfléchir. Donc, réfléchir sur nos formations en elles-mêmes, c'est-à-dire comment nous les réalisions, quelles étaient les méthodes, les organisations, les contenus. Est-ce que les modalités qu'on choisissait, elles étaient appropriées, elles étaient conformes ? Est-ce que s'il y avait des modifications à apporter, quelles modifications et quelles innovations on pouvait envisager ? Et surtout, si on mettait en place ces innovations et ces changements, est-ce que ces changements étaient eux-mêmes adaptés ? Donc là, on peut dire qu'on s'est mis dans un vrai processus structuré et actif, en étant attentif, on a vraiment regardé ce qu'on faisait, en étant critique, parce qu'on a vraiment porté un regard, un recul, en étant exploratoire, on a vraiment cherché des solutions, et en étant itératif. Alors, c'est un peu très théorique ce que je vous dis, donc je vais vous illustrer ce qu'on a fait par rapport aux audits croisés internes. On a décidé de faire une série d'audits. On se mettait par 2 écoles, et chacun regardait ce que faisait l'autre par rapport à une grille commune. Et là, en fait, on a eu exactement cette démarche. On a observé ce que faisait l'autre de façon attentive. On a analysé les écarts et les non-conformités. On s'est dit, mais là, non, là, moi, je fais ça, mais toi, là, ça ne va pas, il manque ci, il manque ça c'est bien, etc. Et on a, en copie, recherché les solutions et on a innové. Voilà. Et évidemment, ça, on l'a mis dans une boucle continue parce que nos copies étaient réguliers, donc on a pu aussi vérifier si ce qu'on avait mis en place était adapté. Donc là, on était dans la collaboration, mais surtout dans la co-construction. Là, vraiment, il y a le COPIL à co-construit. Alors, c'est sûr que cette phase de réflexion n'aurait pas pu être possible si on n'était pas allé voir ce qu'il y avait à la base de nos formations, c'est-à-dire toute notre base bibliographique et notre veille documentaire, nos référentiels, etc. Donc, en questionnant le pourquoi de nos formations. Et entre autres, Calliope nous a beaucoup questionné sur le handicap. Moi, personnellement, ça a été un chapitre qui m'a un peu chamboulé. Donc, je vais partir de cet exemple-là. Calliope nous pousse à avoir une démarche qualité par rapport à l'intégration des personnes en situation de handicap. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé voir quels sont leurs droits. On est allé voir nos référentiels, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui nous est autorisé de faire, et on l'a mis en parallèle. Et là, on s'est alors questionné, on a analysé nos modèles, nos cadres, nos valeurs, nos croyances limitantes, et là, on s'est dit, mais il manque des choses.
Voilà. Donc, du coup, en partant de là, toujours en Copil, on s'est dit, mais là, on peut faire des choses pour favoriser l'intégration, pour mieux dépister, pour mieux accompagner. Voilà, donc en fait, on a mis en place un certain nombre d'outils en commun, parce que c'était des critères qu'on pouvait traiter en commun. Voilà, donc là, qu'est-ce qui s'est opéré? En fait, on a vraiment été chercher les fondements implicites de nos formations. Qu'est-ce qui faisait que nos formations étaient faites de la façon dont on les faisait? Et on a interrogé la cohérence entre cette base bibliographique, ces fondements implicites et nos prestations. Donc, pour nous mettre dans une dynamique d'ajustement, si ce n'était pas adapté. Moi, j'ai envie de dire qu'à ce stade-là, on était vraiment quand même dans une intelligence collective, parce que sinon, on n'aurait jamais avancé. Parce que là, il y a vraiment eu besoin de brasser, de discuter, de remettre en question plein de choses. Voilà, donc au-delà de cette phase d'analyse, de cette phase de réflexion et d'analyse, on s'est posé la question, en quoi ça nous a transformé tout ça? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Déjà, il y a eu une transformation radicale au niveau du fonctionnement du Copil. On est passé de la coopération à la collaboration, à la co-construction, avec une intelligence collective. Et ça, c'est quand même pas rien. Et c'est grâce à cette évolution de fonctionnement qu'on n'est pas peu fiers de le dire quand même, qu'à la dernière certification, on a dépassé les attendus des auditeurs. Voilà, c'est notre petite fleur. Mais bien entendu, ce fonctionnement de Copil qui a évolué, ça n'aurait jamais été possible si, au niveau collectif aussi, on n'avait pas évolué. C'est-à-dire si on n'était pas passé d'une collaboration ponctuelle à une collaboration systémique et systématique, et c'est ce qu'on a fait au travers de nos Copil, qui est régulier avec notre rétro-planning, si nos responsabilités qui étaient auparavant cloisonnées n'avaient pas été partagées, si nos échanges informels qui étaient avant, voilà, de l'ordre « et toi tu fais quoi, et moi je fais ça », etc., mais n'étaient pas passés à des échanges formalisés et archivés, et c'est là où on a vraiment fait des comptes rendus pour pouvoir se baser dessus, pour pouvoir les diffuser. Et si on n'était pas passé d'une pédagogie prescrite à une approche beaucoup plus centrée sur les apprenants et les parties prenantes. Et là, je reviens à ma situation de l'intégration des étudiants et des apprenants en situation de handicap. Là, c'est un bon exemple parce que intégrer des personnes en situation de handicap, ça demande vraiment de faire une pédagogie centrée sur l'apprenant. Et si nos outils, qui étaient avant individuels, n'étaient pas devenus des outils collaboratifs et harmonisés au service de tous. Alors, OK, on s'est transformé au niveau collectif, on s'est transformé au niveau du Copil, mais je pense que tout ça, ça n'aurait pas été possible si on ne s'était pas aussi transformé à titre individuel. Et là, il y a une vraie prise de conscience de soi. C'est-à-dire qu'au travers de ce travail, on a pris conscience qu'on pouvait changer. Et ce changement a opéré aussi des changements sur nous-mêmes. Moi, je reviens à la situation de l'intégration des apprenants en situation de handicap. Réfléchir sur ce sujet-là, c'est aussi changer de paradigme par rapport à ces apprenants. C'est le changement de perspective. Et là, c'est la déconstruction de nos croyances limitantes. C'est de l'apprentissage, parce qu'on a beaucoup appris les uns des autres et sur ce qu'on était capable de faire. C'est l'amélioration des relations, parce que tous ces échanges qu'on a eus, c'était aussi de l'écoute et de l'empathie par rapport aux difficultés que nous avions respectivement dans nos formations. Et puis, c'est de la résilience et du bien-être, parce qu'au travers de tout ça, on s'est rendu compte que on pouvait passer outre, que de pouvoir se rendre compte qu'on était capable de répondre à la commande, mais pas au-delà de ça, de se servir de Calliope comme outil et non pas ne pas le subir, mais plutôt d'en profiter pour pouvoir évoluer, ça fait plaisir. Voilà. Alors, on a demandé à certains membres du Copil de nous donner une petite phrase emblématique pour savoir en quoi le Calliope les avait changés. Alors, notre directrice de l'IFPP, ça m'a réconcilié avec la qualité et permis d'y trouver du sens. Moi, personnellement, j'envisage l'intégration des étudiants en situation de handicap sous un nouvel angle.
J'ai hâte, Céline, toi-même, j'ai hâte de venir au COPIL pour nous retrouver et entendre ce que tout le monde a à dire sur le CESU. Et la peur est devenue un besoin, c'est-à-dire que les COPIL, de telle façon dont ils ont été menés et l'impact qu'ils ont eu sur nos formations, c'est-à-dire qu'on avait envie d'y aller et on savait que de toute façon, les échanges n'étaient pas du jugement, mais étaient voilà, profitables pour notre réflexion et notre réflexivité pour trouver des solutions. Et Lydia, le COPIL Calliope a transformé pour moi la qualité d'une norme imposée à une façon de penser et d'agir au service des pratiques professionnelles plus conscientes et plus formatrices. En conclusion, Calliope, pour nous, ça a été un questionnement. Ça nous a permis de nous questionner. Ça nous a permis de bâtir une unité, un regroupement hétéroclite, mais qui est uni à la fin. Ça nous a permis d'agir. Ça nous a permis de créer du lien. Ça nous a permis de prendre des initiatives. Calliope, pour nous, ça a été un outil qui nous a encadrés, qui nous a questionnés. Ça nous a permis de partager et d'innover. Voilà, c'est Calliope. Je ne sais pas si l'initiale a été fait comme ça, mais moi, j'ai adoré. Alors, le professeur Tardif en a parlé ce matin. Il a parlé d'Nguyen, donc je vais revenir sur la pensée d'Nguyen. Je pense que, rétrospectivement, notre démarche était vraiment une démarche réflexive. En tout cas, comment on s'en est emparé. Parce qu'on a été dans des interactions attentives, critiques, exploratoires et itératives, en mettant en lien nos pensées et nos actions et en questionnant nos cadres conceptuels sous-jacents, en observant le changement et surtout sur nous-mêmes. Voilà, merci Nguyen. Donc on peut dire qu'au départ, voilà notre état d'esprit, qu'au final, la montagne n'était pas si haute, et en fait, l'enjeu n'est pas tant de faire du Calliope que de se transformer par lui, si on accepte de s'y confronter avec réflexivité. Voilà. Je remercie tous les membres du COPIL qui m'ont accompagné pour cette présentation avec bienveillance et avec des critiques constructives.